Et salut à tous les amis, c'est Doc et bienvenue sur la chaîne Le Futur est de retour. Aujourd'hui, retour d'expérience et si la Model 3 propulsion était amplement suffisante. Alors déjà pour commencer, je sais que les possesseurs de Model 3 long range et performance me diront que non, il faut absolument avoir une long range pour avoir assez d'autonomie. Mais par contre, ceux qui ont déjà une propulsion, eux me comprendront complètement. Mais l'objectif réellement de cette vidéo, c'est de rassurer les gens qui voudraient acheter une voiture et qui se demandent si, avec leurs moyens, la propulsion suffirait réellement au quotidien. Alors, pour commencer avec quelques données, j'ai acheté cette Model 3 propulsion en juin 2022. Cette voiture a une batterie de 60 kWh, dont 57 utiles. Elle fait 280 chevaux et aujourd'hui, elle a 16 000 km. Personnellement, je l'aurais principalement utilisée en ville, mais j'aurais quand même fait 7000 km sur autoroute. Et évidemment, quand j'ai acheté cette Model 3 propulsion, je me suis posé la question, est-ce qu'elle suffira? Est-ce qu'une long range, ce serait pas plus judicieux? Parce que comme tout le monde, je me suis dit que ça ne suffirait pas en termes d'autonomie. Et en plus de ça, je voulais aussi la long range pour ses performances, parce qu'elles sont bien meilleures que la Model 3 propulsion classique. Et que forcément, quand on est trop jeune, on n'a pas les moyens de s'offrir une sportive. Quand on est trop vieux, je pense qu'on peut plus en profiter. Et que là, actuellement, je suis pile poil dans la tranche d'âge où j'ai déjà un petit peu les moyens de m'offrir une voiture sympathique. Et encore la jeunesse pour l'utiliser. Et on va commencer par parler de l'autonomie. Lorsqu'elle est chargée à 100%, ma voiture va indiquer 425 km d'autonomie. En réalité, dans un usage mixte, moi je vais faire à peu près 300 km. Mais c'est normal puisque je vais utiliser que 70 à 80% de cette autonomie-là. Alors j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais je vais quand même appuyer encore un tout petit peu. La voiture, elle est donnée pour faire 491 km WLTP, c'est un protocole européen. Ce protocole, il prend 100% de la batterie, donc de 100 à 0%. Ce qui déjà est irréaliste puisque dans la réalité, on ne va jamais partir à 100% et arriver précisément à 0%. Personnellement, je recharge toujours entre 30 et 20%, ce qui fait qu'en théorie, d'après quelques petits calculs scientifiques que je vais afficher à l'écran, je devrais parcourir entre 395 et 345 km. Encore une fois, d'après le protocole WLTP. Mais en fait, ce protocole, il est vraiment trop optimiste. Il n'y a aucune voiture qui arrive réellement à faire les kilomètres qu'il suggère, sauf dans des conditions vraiment très particulières. Donc je vais prendre le protocole américain, qui est le EPA. Cette fois-ci, une Model 3 propulsion est censée parcourir 272 miles, soit environ 437 km. Et en refaisant le même calcul, cette fois-ci, on retombe entre 349 et 305 km pour 80 à 70% de batterie consommée. Et là, on s'aperçoit qu'au final, mes 300 km, je l'ai fait. Donc tout ce qu'il suffisait de faire, c'est de prendre le protocole américain qui est beaucoup plus réaliste. Alors depuis qu'il fait bon là où j'habite, j'ai une consommation qui tourne autour des 11,5 kWh au 100 km. Sachant qu'en hiver, j'étais plus proche des 12,5 voire 13 parfois. Mais dans tous les cas, c'est des excellentes consommations. Mais par contre, il y a un mais. Je n'active quasiment jamais la clim. Alors on le reverra un tout petit peu plus tard, mais j'ai que 4 km pour me rendre sur mon lieu de travail. Le matin, j'ai pas besoin d'activer la clim parce qu'il fait encore assez frais. Et le soir, si j'active la clim, au final sur les 4 km que j'ai à faire, il va faire frais dans la voiture quand je vais arriver. Donc ça ne sert à rien. Je préfère rouler les vitres ouvertes et pour être honnête, ça me va très bien. Mais j'ai quand même fait le test de mettre la clim sur certains trajets et je monte facilement aux 13-14 kWh au 100 km sur exactement les mêmes trajets pendant cette saison où je suis censé consommer à 11,5. Sachant que j'ai remarqué qu'il fallait environ une dizaine de kilomètres pour que la climatisation se stabilise, mais ça ce sera pareil pour une voiture thermique. Et du coup, à partir d'une dizaine de kilomètres effectués, au final on va voir sa consommation tout doucement baisser pour se stabiliser, je pense, autour des 13 kWh au 100. Sur trajet autoroutier, j'ai eu l'excellente surprise de voir que je consommais en moyenne 16 kWh au 100 km. C'est franchement une super bonne moyenne, d'autant plus que cette fois-ci, la clim était activée tout le long de mes trajets, et qu'en plus de ça, je roule aux limitations de vitesse, donc 130 maximum, 110, 90 en fonction des limitations, mais je roule toujours aux limitations. Alors pour en revenir à la climatisation, évidemment, elle va faire consommer la voiture, c'est tout à fait normal. Par contre, plus le trajet sera grand et plus on ira vite, plus cette consommation sera lissée en fait avec la consommation des moteurs. En tout cas, cette petite Model 3 propulsion avec une moyenne batterie de 60 kWh, elle est amplement suffisante pour mes trajets quotidiens, puisque comme je l'ai dit, je fais 8 à 10 km max par jour pour me rendre au travail, et en fonction de mes sorties, 40 à 100 km le week-end. Ce qui fait qu'au final, je recharge la voiture une fois par semaine, voire même une fois pour 2 semaines. Et d'ailleurs, quand je recharge, je suis très rarement en dessous des 30%. En général, je recharge dès que j'atteins justement entre 30 et 20%. Et enfin, comme j'ai une batterie LFP, la plupart du temps, je charge à 100%.
Donc pour l'avoir testé, sur autoroute, on peut faire 300 km d'une traite vraiment facilement, en roulant bien sûr à 130 km/h, le tout en utilisant environ 90% de batterie. Et oui, parce que comme je l'ai dit, on roule rarement ou jamais de 100 à 0%. Clairement, sur tous mes grands trajets, le temps de recharge n'a jamais été une contrainte. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, quand je devais m'arrêter pour recharger, il fallait que je m'arrête aussi pour moi. Donc comme je l'ai dit, un petit café, une pause pipi. Et en plus de ça, j'ai 2 enfants, donc un peu la même chose pour eux. Alors c'est pareil, concernant les recharges, je me suis jamais senti coincé ou embêté, que ce soit à un superchargeur ou ailleurs. Jusqu'à maintenant, j'ai fait des arrêts qui allaient de 10 à 30 minutes sur les superchargeurs. Et encore une fois, c'est le temps qu'il nous faut pour descendre de la voiture, faire ce qu'on a à faire. Et pareil, sur un superchargeur, je ne suis jamais monté au-delà de 90%. Déjà parce que jusqu'à 80%, ça va très vite à charger et ensuite ça ralentit énormément de 80 à 100%. Et qu'en plus de ça, de toute façon, le planificateur fait en sorte qu'on fasse des bons successifs à chaque fois. Et surtout pour terminer, à partir de 100%, on paye des pénalités au superchargeur, forcément pour éviter que les gens stagnent dessus. Mais encore une fois, ce genre de situation m'est jamais arrivé. En revanche, si je trouve le planificateur extrêmement bien foutu pour un usage en ville ou un usage routier, je trouve qu'il est particulièrement peu précis quand on utilise l'autoroute et je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'autant il est très bien fait, mais en général il nous affiche pas vraiment les bons pourcentages d'arrivée à destination parce que lui il estime qu'on devrait rouler à 110 sur l'autoroute et ça je comprends pas du tout. La limitation c'est 130, donc pour moi le planificateur il devrait prendre 130 km/h de vitesse max et si on veut rouler à 110, grand bien nous fasse, on roule à 110. Mais moi je trouve vraiment dommage que ce soit imposé quelque part par le planificateur. Et franchement, personnellement, j'ai pas acheté une super voiture comme ça pour me brider à 110 sur autoroute, quoi, c'est clair net. Alors attention en revanche, petit point particulier, rouler à 110 peut vous faire gagner du temps en voiture électrique. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait de rouler moins vite, on va consommer moins forcément, donc on va devoir recharger moins. Donc le peu de temps qu'on perd en roulant à 110, on le gagne largement sur le temps de recharge. Et en plus de ça, mais là c'est pareil pour une thermique, le fait de rouler moins vite, on va moins consommer, on va donc payer moins de carburant, que ce soit de l'électricité ou de l'essence, et donc forcément on va y gagner de l'argent. En plus de ça, sur autoroute, en général, les recharges coûtent un petit peu plus cher, c'est des recharges rapides, donc si ça peut faire gagner quelques euros et du temps, il faut étudier son itinéraire, mais peut-être que rouler à 110, ça peut être avantageux. Alors passons maintenant à l'agrément de conduite. Franchement, cette voiture, elle tient très bien la route, elle est très précise dans les courbes. Le châssis et les suspensions sont quand même plutôt rigides, ce qui va lui donner un comportement relativement sportif, mais aussi malheureusement un petit peu tape-cul quand on va passer sur des dodanes ou des routes un peu dégradées. Mais on en reparlera un petit peu plus tard, c'est vraiment rattrapé par les fauteuils qui sont extrêmement confortables, vraiment très moelleux. Alors il y a 2 modes de conduite, confort et standard, donc moi je passe le plus clair de mon temps en standard, et franchement il est largement suffisant pour tout. Alors je dis largement suffisant, forcément en standard on a 280 chevaux, on aura 325 chevaux pour les versions standard plus un petit peu plus anciennes qui datent de 2021 si je dis pas de bêtises. Mais c'est pas non plus violent ou agressif, franchement ça reste vraiment très souple, c'est 280 chevaux, c'est pas brutal. Le mode confort, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réduire la puissance de la voiture, ce qui va également permettre de rendre la pédale beaucoup plus précise dans son utilisation, précise et donc plus douce, et potentiellement plus économique. Mais encore une fois, moi, je m'en suis quasiment jamais servi, tout simplement parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand je mets le mode confort, je me retrouve bridé. Et en plus de ça, en mode standard, avec l'habitude, je trouve qu'elle est déjà extrêmement précise, la pédale, justement. Donc, au final, je vois pas trop l'intérêt de mettre le mode confort, si ce n'est de se retrouver vraiment bridé. À la limite, il va pouvoir être utile quand vous allez prêter votre voiture à quelqu'un, ou alors pour ceux qui veulent faire passer la conduite accompagnée à leurs jeunes enfants, ça permettra de brider un petit peu la voiture. Alors concernant la hauteur de la voiture, on a l'impression qu'elle paraît basse comme ça, mais en réalité elle n'est pas si basse que ça. Autant vous dire qu'ici on a des dodanes, c'est des véritables tremplins, et jusqu'à aujourd'hui j'ai jamais touché sur un seul de ces dodanes. La seule fois où j'ai très légèrement frotté, c'était dans un parking avec plusieurs étages, et ils ont décidé de faire des séparations angulaires au lieu qu'elles soient arrondies. Et en passant justement sur les séparations des niveaux, à un moment donné, j'ai légèrement, mais ça a frôlé, ça a même pas touché ou tapé, ça a vraiment frôlé. Et du coup, pour éviter ça, en général, je passe légèrement en biais sur ces angles. Concernant les long range et les performances, elles par contre, elles sont encore un tout petit peu plus rigides et surtout pour la perf, elle est plus basse. Donc là, je peux pas m'avancer, mais je pense à mon avis qu'on doit un tout petit peu plus toucher, en particulier sur les dodanes.
Et passons maintenant à l'intérieur de la voiture. Franchement, il est nickel, au niveau des finitions, j'ai absolument rien à redire. J'ai aucun problème d'alignement, rien du tout. Alors oui, c'est sûr que c'est peut-être pas les standards allemands ou je ne sais quoi, mais vraiment, j'ai absolument rien à redire. Pour moi, tout est parfaitement bien assemblé et j'ai jamais eu de bruit de mobilier non plus. Concernant le confort, là, à bord de ce fauteuil, eh bien, c'est justement la grande surprise. La voiture est un peu rigide, comme je l'ai dit juste avant. Mais le gros avantage, c'est que ces fauteuils sont extrêmement moelleux et confortables. Et au final, je pense que Tesla a fait un excellent compromis parce que moi, j'adore conduire ma voiture. J'adore le comportement un petit peu sportif qu'elle va avoir. Mais je ne me sens pas réellement malmené puisque mes fauteuils sont vraiment très confortables. Et je pense que c'est le bon compromis entre justement souplesse et dureté. Je préfère donc avoir un comportement sportif et des fauteuils confortables plutôt que des sièges baquets et je sais pas moi, une suspension peut-être un peu plus molle. Maintenant la position de conduite. Alors il faut se dire que c'est une berline et moi j'ai jamais eu trop de berline avant et je me trouve un petit peu allongé dans cette voiture. Forcément je compare ça au 3008 que j'avais avant, 3008 dans lequel j'avais une position plutôt assise. Et là au début j'ai eu un petit peu mal au dos parce que j'avais voulu retrouver cette position assise. Et quand j'ai compris qu'il fallait que j'allonge un tout petit peu plus ma position, tout est rentré dans l'ordre et depuis, je suis très bien dans ma voiture. Concernant la vie à bord, je suis toujours extrêmement ravi de l'espace qu'on a à l'intérieur de la voiture, des toits vitrés. Et j'insiste sur le fait que j'ai rajouté des vitres teintées, donc pas ici, mais donc derrière et sur les côtés. Donc j'ai respecté la législation, évidemment. Et que honnêtement, c'est un des accessoires que je recommande vraiment d'installer très rapidement parce que pour moi, les vitres ne sont pas suffisamment teintées. Et d'ailleurs, je vous mets en fiche la vidéo que j'ai réalisée sur les accessoires que j'ai achetés pour la voiture et dont je parle des vitres teintées. À l'intérieur, est-ce qu'on aura des changements dans les LR et les perfs? Eh ben non, pas du tout. À part quelques petites choses comme les pédaliers en alu qu'on peut acheter après. L'éclairage au pied, bon, bah super, ok, c'est bien. Et le son amélioré, en effet, il y aura un caisson de basse en plus et des haut-parleurs d'activer en plus. À part ça, à l'intérieur, il n'y aura pas un grand changement. Maintenant qu'on a vu l'intérieur, on va passer à l'extérieur. D'abord, moi, j'aime bien les lignes de la voiture. Franchement, je la trouve très bien équilibrée. Elle a un avant très profilé, un arrière plutôt large. Donc je trouve le design de cette voiture plutôt sympa. Même si, j'avoue que la première fois que je l'ai vue, j'ai pas forcément flashé non plus pour cette esthétique. En ce qui me concerne, j'ai pris les jantes de base avec les Aero Wheels que j'ai laissées. Parce que je trouve que la voiture est vraiment plus jolie avec les Aero Wheels qu'avec les jantes de base, qui sont très jolies, mais je préfère avec les Aero Wheels. D'ailleurs, j'ai commandé des enjoliveurs un petit peu différents et je ferai une vidéo à ce sujet quand je les aurai reçus. À l'extérieur, j'apprécie aussi le fait que les poignées soient camouflées. Je trouve que ça y donne encore une sorte d'élégance supplémentaire. Même si par contre, les gens qui vont vouloir rentrer dans la voiture et qui ne connaissent pas ce type de poignée, ils vont systématiquement galérer pour ouvrir la voiture. Du coup, quelle différence on va retrouver avec les LR et les perfs? Eh bien le premier, c'est les anti-brouillard avant, que je n'utilisais jamais sur mon 3008 avant, à part dans les virages ou dans les ronds-points quand ils s'activaient automatiquement. Je ne m'en étais jamais servi. Maintenant, vous habitez peut-être dans une région où il y a un peu plus de brouillard que moi il n'y en a jamais ici. Ensuite, sur la version performance, on va retrouver un béquet à l'arrière. Ça c'est pareil, on peut l'acheter en aftermarket et du coup l'installer après. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup de propriétaires de LR et de propulsion. J'aurais pu prendre l'option des jantes, mais ça c'est la même chose que ce soit sur la LR et la propulsion. Par contre, sur la performance, on a des jantes spécifiques qui sont, je le trouve, assez jolies malgré tout, mais par contre qui font quand même consommer vachement plus la voiture. Et enfin, si je dis pas de bêtises, j'aurais pensé à tout, le petit logo à l'arrière de la voiture, moi j'en ai pas. Et sur la LR et la performance, on retrouve un logo Dual Motor, et pour la performance même, il est souligné en rouge. Alors, est-ce que ces choses, elles sont nécessaires, est-ce qu'elles apportent autant que ça? Honnêtement, moi, j'en ai pas l'utilité, j'ai rien ajouté, même si le petit aileron, je le trouve très joli, mais j'ai pas décidé de l'ajouter sur ma voiture. Je pense qu'honnêtement, ça dépendra des goûts de chacun. Et allez, on passe maintenant aux aides à la conduite. Après les premiers kilomètres, on s'émerveille d'avoir l'autopilote, que j'ai moi de base sur ma voiture. Et puis franchement, c'est absolument génial. Et au bout de quelques kilomètres, après des premiers freinages fantômes ou des coups de volant fantômes, on se pose la question de s'il est vraiment bien calibré. Soyez rassurés, on s'aperçoit que la voiture est en fait juste un petit peu plus sensible que nous et qu'en fait, ces freinages fantômes, on peut tous quasiment les anticiper. J'en ai également parlé dans ma vidéo sur le bilan de la possession 2022 de ma voiture, que je vous invite évidemment à regarder. Ensuite, on va s'en servir quand même vachement plus sur autoroute et voies rapides, ou en tout cas sur des grandes nationales.
Et un des petits points un peu embêtants, c'est de devoir le désactiver et le réactiver systématiquement quand on veut dépasser une voiture ou un camion. Et c'est vrai que c'est un petit peu contraignant et en plus de ça, c'est désagréable pour les passagers parce que ça donne des légers coups de volant. Et en plus de ça, il y a des ding dong en permanence. Maintenant, c'est pas réellement de la faute de Tesla, puisque c'est l'Europe qui, dans l'immédiat, ne veut pas aller plus loin dans la conduite autonome. Et en plus de ça, on peut, en prenant les niveaux supérieurs de conduite autonome offerts par Tesla, vendus très cher par Tesla, avoir justement la possibilité de mettre le clignotant et la voiture fait le dépassement elle-même. Mais moi, je trouve ça excessivement cher, en tout cas pour ce que c'est. Pareil, un petit point négatif, il y a des bruits en permanence, des ding, des dongs, des alertes. Et c'est vrai qu'au début, c'est assez perturbant d'entendre en permanence tous ces bruits et toutes ces alertes. Au final, il y a un mode qui s'appelle le mode Joe, qui permet de réduire le son de toutes ces alertes et de ne les concentrer que au conducteur. Donc ça permet d'éviter d'embêter un petit peu tout le monde dans la voiture. Et après, à force, on s'y habitue et elles deviennent quand même moins dérangeantes. Et je rebondis sur une vidéo très récente que j'ai pu voir sur la Ioniq 6 qui est sortie. Et a priori, des alertes, il y en a tout le temps, et c'est extrêmement désagréable. Donc la Tesla est pas la pire. Malgré tout, cet autopilote, c'est quand même une tuerie. Moi, j'adore cet autopilote. En particulier sur les grands trajets, les grands voyages où je vais utiliser l'autoroute ou les nationales ou les voies rapides. Et franchement, il fait très bien le travail. Évidemment, il faut être concentré sur la route, donc dans tous les cas, on regarde la route, on est conscient de ce qui se passe autour de nous. Et puis je pense également qu'avec le temps, tous ces systèmes un petit peu autonomes ou semi-autonomes seront clairement améliorés par les constructeurs, que ce soit Tesla ou tous les autres. Et concernant encore une fois les LR et les perfs, eh bien ils ont exactement les mêmes choses. Donc là pour le coup, il n'y a pas de match à faire, c'est la même chose. À la limite, la perf, elle aura un mode piste supplémentaire, mais encore une fois, c'est lié à la voiture, qui porte bien son nom, performance. Et en théorie, c'est censé être fait que sur circuit pour s'amuser un petit peu. Donc au quotidien, encore une fois, il n'y a pas match. Et enfin, pour terminer, un petit point sur le SAV et l'entretien que j'ai eu sur 1 an de possession de la Tesla. Et là, toujours rien à signaler du tout. Les seuls entretiens que j'ai dû faire, c'est encore le lave-glace. Et je sais en plus de ça que si je devais avoir des entretiens à faire sur ma voiture, en fait ce serait assez simple de le faire grâce à l'application et les réservations en ligne. Mes pneus sont encore en excellent état et d'après ce que j'ai pu lire d'autres propriétaires de Tesla, les gens arrivent à faire entre 40 et 60 000 km avec. On est loin de ce que je faisais avec mon 3008. Évidemment, j'ai eu aucune vidange et toute autre chose comme ça. Pour autant, j'ai qu'1 an de possession de la voiture et j'ai pas eu de problème, donc forcément mon expérience est quand même relativement limitée. Et d'ailleurs, ça fait largement débat sur les réseaux, parce qu'il y en a qui malheureusement ont eu des soucis. Mais le problème, c'est qu'on entend souvent les gens qui ont eu des soucis, mais sur 100 000 Tesla Model 3 vendus en France, les soucis, ils se font quand même vachement rares. Et il est temps de conclure. Franchement, cette voiture, c'est de loin la meilleure voiture que j'ai achetée et que j'ai eu à conduire. Jusqu'ici, elle m'offre le meilleur rapport qualité-prix-performance. Je pense qu'on peut la comparer à toutes les autres thermiques, elle est largement devant toutes les autres thermiques. Encore une fois, je parle évidemment de segments similaires, d'options similaires et de puissance similaire. Et pour la comparer avec mon 3008 que j'adorais vraiment, au bout d'1 an, le 3008, j'avais déjà une première facture de 400 € d'entretien au bout d'1 année, pour laquelle il m'avait changé des filtres et des liquides. Et au bout de 15 000 km, je changeais déjà 2 pneus, les 2 pneus avant du 3008, et j'en avais aussi pour 400 €. Sans compter les économies colossales que j'ai réalisées en électricité avec cette voiture, clairement, en 1 an déjà, cette Tesla m'a coûté beaucoup moins cher que le 3008, tout en étant plus puissante et plus optionnée. Et même sur grande distance, que j'ai été amené régulièrement à faire déjà, l'efficience de la voiture permet d'aller loin sereinement. Le tout sans trop se poser de questions, et franchement, ça c'est un régal. Donc du coup, pour répondre à la question, est-ce que la propulsion, elle serait pas amplement suffisante? D'après moi, l'achat de cette voiture en standard ou en propulsion est parfait au quotidien. Que ce soit pour les gens normaux qui, comme moi, utilisent leur voiture au quotidien et voyagent occasionnellement, même si du coup, j'ai voyagé un petit peu plus avec cette voiture déjà, et même ceux qui roulent, je pense, plus que moi. Ce qui représente, je pense, facilement 70-80% des propriétaires de voitures en France. Et pour les autres, pour les gros rouleurs, il y aura les long range qui là clairement répondront mieux à leurs besoins. Justement, cette autonomie en plus des long range, et pour certains la partie 4 roues motrices, puisque maintenant on a les long range propulsion et 4 roues motrices, elles conviendront parfaitement aux gros rouleurs, aux gens qui ont besoin de faire beaucoup de kilomètres
par jour ou d'une traite. Par contre, si c'est juste pour vous rassurer ou que vous en avez les moyens, ne le faites pas pour ça. Parce que clairement, vous allez vous trimballer 20 kWh de batterie supplémentaire pour rien du tout, potentiellement plus consommer. D'une certaine manière, mettre 20 kWh de batterie dans la voiture que vous n'allez pas utiliser, avec le poids qui va avec. Bref, ce serait comme acheter un utilitaire ou un pick-up, alors qu'on n'a que 2 fois par an du matériel à transporter dans ces derniers. Je pense qu'à l'achat, il faut y penser sérieusement et pas faire un achat un petit peu rassurant concernant l'autonomie. Et évidemment, la perf, elle ravira tous ceux qui ont envie de sportivité, de puissance et potentiellement d'aller sur circuit avec. Mais par contre, qu'on ne me dise pas qu'une électrique n'a pas d'âme, c'est clairement absolument faux. Et si bien sûr, avoir une âme, c'est conduire une 2 chevaux ou une 4L avec l'odeur qui va bien, eh bien, grand bien vous fasse. Moi, personnellement, au quotidien, j'ai pas du tout envie de m'embêter avec tous les inconvénients qu'il y a dans une thermique. Et autant la voiture me donne déjà beaucoup de plaisir à conduire, et en plus de ça, j'ai tout plein d'autres avantages comme le coût kilométrique bien plus faible. Donc évidemment que cette propulsion ou ce modèle standard suffira à 80% des Français, même si encore une fois ils voyagent un petit peu. En tout cas, à moi elle me suffit amplement et j'envisage même de voyager avec dans les petits pays autour de la région dans laquelle j'habite. Et j'ai même envisagé un petit voyage en Norvège, mais là pour le coup, je pense que c'est les enfants qui le subiront un petit peu plus. Donc je le ferai quand ils seront plus grands. Mais je l'envisage vraiment sereinement, même avec cette petite batterie. Enfin, petite batterie, en réalité c'est une batterie moyenne dans le monde de l'électrique. Pour autant, je précise quand même que j'ai acheté cette version parce qu'elle me correspondait plus d'un point de vue financier. J'avoue que si j'avais eu les moyens, j'aurais acheté la LR avec l'option Boost, mais pas du tout pour l'autonomie comme certains pourraient le penser, juste pour avoir plus de puissance et m'amuser un petit peu plus à son volant. Alors du coup, certains vont se demander mais pourquoi pas la perf alors, quitte à avoir un budget limité? Et non, parce que la perf, pour le coup, là clairement, elle perd en confort. Et ce qu'elle offre de plus en performance, là par contre, pour moi, c'est, je pense, trop. En tout cas, j'ai pas besoin d'autant. Même si au final, j'ai pas besoin de la long range non plus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous trouverez quelques extras à la fin de ces petits mots. Si elle vous a plu, eh bien laissez-moi un pouce vers le haut. Franchement, moi, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, ça me permet de savoir que vous avez aimé la vidéo et c'est très encourageant pour moi. À la toute fin de cette vidéo, vous retrouverez 2 liens. Un pour aller à la vidéo bilan 2022 de la possession de ma Tesla Model 3 2022 et un autre lien sur les légendes des voitures électriques concernant les autopilotes. A priori, ils tueraient des gens. Je vous invite donc à aller les regarder. Donc voilà les quelques petits mots de la fin, pense bête pour les futurs acquéreurs de voitures électriques ou même ceux qui en ont déjà une. Ne faites pas l'erreur quand vous êtes dans une conversation avec quelqu'un que vous connaissez absolument pas de lui dire que vous avez une voiture électrique. Sans quoi vous risquez très certainement de vous taper des remarques du genre « Ouais mais c'est de la merde, les batteries on sait pas les recycler. Il y a des petits enfants au Congo qui travaillent dans les mines. Ouais puis tu trouveras pas une borne à moins de 600 km. Et moi avec mon Picasso HDI je fais 800 bornes d'une traite sur l'autoroute. » Ah ouais parce que toi tu fais 800 bornes d'une traite tout le temps. Ah bah non, je m'arrête pour pisser quand même. Ah. Tout ça pour vous dire qu'il y a tellement de conneries qui ont circulé sur internet ces dernières années et qui ont permis malheureusement de manipuler les plus faibles d'esprit, que du coup il vaudrait mieux que vous évitiez de vous attirer ce genre de réflexion. C'est pour ça que j'ai créé une playlist sur les légendes des voitures électriques, dans lesquelles je fais des vidéos qui vont permettre de confirmer ou d'infirmer toutes ces théories pompeuses qu'on a pu lire dans les médias. Évidemment, moi ce dont je vous parle ici, c'est de l'expérience réelle. C'est sûr que si j'avais un problème quelconque avec cette voiture, eh bien je le dirais dans mes vidéos. En ce qui me concerne, ma passion c'est de créer des vidéos. Et pour ça, je fais des recherches, j'écris des textes, je réalise, je monte, mais dans aucun cas je vends du rêve ou je raconte des mensonges. Dans tous les cas, je vous abandonne pas puisque je serai de retour dans le futur pour de nouvelles vidéos.